Salut tout le monde! Alors je suis trop contente de rallumer ma caméra aujourd'hui parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas allumée justement. Enfin, je vous avoue que je ne sais même pas depuis combien de temps je suis pas venue sur YouTube où j'ai pas fait de vidéo, mais ça a fait un petit moment, je crois bien depuis début septembre. Et il s'en est passé des choses depuis début septembre. Bref, en tout cas je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Et je suis surtout ravie de me poser devant ma caméra, histoire de encore vous raconter ma vie comme d'habitude. Non, je plaisante, je vais pas commencer à raconter ma vie, sinon on en a pour jusqu'à demain. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le dernier bilan lecture de l'année 2016, car en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de bilan depuis début septembre concernant mes lectures, et qu'en fait, j'avais pas mal de bouquins à vous présenter. Et j'avoue, je comptais y venir après, mais ça fait partie de mes résolutions de 2017 de faire plus de vidéos, car en fait je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me tenait très à cœur et qui me tient toujours très à cœur, et qu'en fait j'ai un petit peu laissé tomber parce que je me suis trop laissée déborder par ma vie tout simplement. Et en fait c'est pas une bonne chose parce que faire des vidéos c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment, et justement j'adore partager avec vous mes lectures, j'adore me poser devant ma caméra et discuter. Donc j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo en fait pour vous parler de mes lectures de la fin de l'année 2016. C'est parti. La première chose dont j'avais envie de vous parler en fait dans ce bilan lecture, c'est de ma lecture du Cycle de la brume de Carlos Ruiz Zafón. Donc si vous me suivez depuis cet été ou ce printemps, vous savez que... Enfin, il me semble pas en avoir parlé avant en fait, mais si vous me suivez depuis cet été ou ce printemps, vous savez que j'ai relu cet été L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est donc un auteur espagnol contemporain et qui est au passage un de mes écrivains préférés. C'est-à-dire que je l'ai découvert il y a quelques années et je suis tombée folle amoureuse de son style, de son imaginaire et de son univers. Et en fait là, je me suis attaquée cet automne aux 3 derniers livres de lui qui me restaient à lire. Donc le Cycle de la brume. Donc on a tout d'abord Le prince de la brume, on a ensuite Le palais de minuit, et pour finir Les lumières de septembre. Il faut savoir que ce sont 3 bouquins qui font partie d'un cycle, mais que l'on peut tout à fait lire séparément, car les histoires, comme je vais vous les présenter brièvement après, n'ont pas de lien entre elles. Il s'agit juste d'une atmosphère générale qui rassemble cette trilogie, qui se retrouve dans chacun des livres, puisque chacun des livres est imprégné de ce côté un petit peu magique, un petit peu fantasmagorique, mais qui n'est pas du tout le même côté magique et fantasmagorique que l'on retrouve par exemple dans la trilogie du cimetière oublié, dont fait partie L'ombre du vent, ou même dans Marina, qui est un autre bouquin de Carlos Ruiz Zafón. C'est vraiment une trilogie à part en fait. Après, moi je les ai complètement lus dans le désordre, puisque j'ai commencé donc par Les lumières de septembre quand je suis revenue de mon voyage à Rome fin septembre. J'ai lu Le prince de la brume au début du mois de décembre, et je viens juste de finir il y a quelques jours Le palais de minuit. Donc c'est pour vous dire, franchement vous pouvez vraiment les lire dans le désordre. En ce qui concerne tout d'abord les résumés, donc pour Le prince de la brume, l'intrigue se passe en 1943, il me semble, donc au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce livre, on suit l'histoire de la famille Carver, et notamment des enfants Max et Alicia, qui en fait suivent leurs parents, car leurs parents ont décidé de déménager sur les côtes anglaises. En fait, ils emménagent dans une maison, dans une station balnéaire sur la côte, et ils ne tardent pas à se rendre compte que cette maison est pleine de secrets. Et à mesure de leur arrivée, en fait, des événements étranges commencent à se dérouler dans le village, et Max et Alicia s'aperçoivent qu'ils ont en fait réveillé une sorte de malédiction en entrant dans cette maison. Bien entendu, je ne vais pas vous révéler de quelle malédiction il s'agit, mais elle a tout à voir avec leur nouvel ami Roland, qu'ils viennent justement de rencontrer, et qui vit avec son grand-père adoptif en haut du phare qui domine le village. Alors ce bouquin-là, donc je l'ai lu en 2 ou 3 jours il me semble, tellement il m'a plu, tout simplement. Enfin de toute façon, citez-moi un seul bouquin de Carlos Ruiz Zafón qui ne me plaira pas, pour l'instant ce n'est pas encore arrivé, hein. Ce mec, c'est vraiment un de mes dieux vivants sur la terre, clairement. Je vous saoule assez avec ça, je suis désolée. Mais franchement, c'est vraiment un auteur à lire et à découvrir, car il est vraiment génial. Donc ce bouquin-là, je l'ai lu assez rapidement, et encore une fois, comme d'habitude, j'ai été saisie par l'intrigue que déploie Carlos Ruiz Zafón dans ce bouquin, c'est-à-dire que c'est le genre de bouquin page turner où vous ne pouvez pas vous arrêter avant d'avoir connu la clé de l'énigme. Après, j'ai oublié de vous préciser que ce sont 3 bouquins qui, à la base, ont été écrits pour la jeunesse. Mais comme l'explique Carlos Ruiz Zafón dans une de ses introductions, ce sont des bouquins qu'il aurait aimé lire quand il était enfant, et non pas forcément des bouquins pour les enfants. Je sais pas si
je sais pas si je m'explique très bien, mais en fait la nuance se tient là-dedans. C'est-à-dire que nous, même à notre âge, on lit encore des bouquins pour les enfants, mais ça ne veut pas dire que ce sont des livres uniquement pour les enfants, puisqu'on n'est plus des enfants. C'est juste qu'on arrive parfois à se remettre dans la peau des personnes qu'on a été quand on était enfant, et de ce qu'on aurait aimé voir aussi, et de ce qu'on aurait aimé découvrir quand nous étions enfants. Et c'est ça que je trouve aussi fabuleux dans cette trilogie, et que j'ai beaucoup apprécié en fait, parce qu'on sent évidemment qu'il y a moins, pas de travail, pas du tout, parce qu'il y a autant de travail que dans le cimetière des livres oubliés pour moi. Il y a peut-être ce côté un petit peu plus rêveur, et un petit peu plus fantasmagorique, un petit peu plus conte, voilà, un petit peu plus conte, qu'on ne trouve pas dans le cimetière des livres oubliés, qui est beaucoup plus légendaire en fait. Qui est beaucoup plus sombre aussi, avec de toute façon les villes, la ville de Barcelone qui est très violente et très, très sombre et très ténébreuse. Là, évidemment qu'il y a des parts d'obscurité dans ces livres, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est pas du tout la même ambiance en fait. Mais ça, c'est complètement intraduisible en fait par les mots, et il faudrait vraiment que vous lisez les livres pour vous en rendre compte en fait, parce que c'est pas... Je peux pas poser les mots dessus en fait. Ensuite, dans le palais de minuit, là, changement complet d'ambiance. Nous sommes à Calcutta dans les années 1915, 1916 même. Le jour de leur naissance, les jumeaux Ben et Sherry, je ne sais pas trop comment on prononce, sont séparés à cause d'un drame qui vient d'avoir lieu. Je ne peux toujours pas vous dire lequel. Et en fait, 16 ans plus tard, ils se retrouvent car Ben a été confié pendant ce temps à un orphelinat et a fondé avec 6 amis qu'il a trouvés là-bas la Shobar Society, qui est une société secrète en fait où se réunissent ces adolescents pour essayer d'éclaircir les mystères. Et quel plus gros mystère que celui de la naissance de Ben et de son ascendance et de son passé. Sherry va donc le retrouver le jour de leurs 16 ans et va commencer en fait une plongée dans leur passé, et surtout une poursuite, et surtout une fuite pour justement échapper à celui qui a juré de les détruire plus de 16 ans auparavant, un dénommé Jawahal. En fait, ce que j'ai adoré dans le palais de minuit, c'est déjà qu'on ne s'attend pas du tout au dénouement. L'intrigue est beaucoup plus compliquée que celle du Prince de la Brume, qui fait appel à des ressorts assez classiques entre guillemets, c'est-à-dire que nous avons l'arrivée d'une famille dans un village, des événements paranormaux, une malédiction qui se réveille. Il y a tout un lien aussi avec l'univers forain et l'univers du cirque qui est très bien exploité dans le Prince de la Brume et qui moi m'a beaucoup plu. Et alors qu'on ne retrouve pas du tout dans le palais de minuit. Le palais de minuit fait au contraire appel déjà à la mythologie indienne, qui est personnellement une mythologie que je connais mal, mais qui m'intéresse beaucoup. Le palais de minuit fait également appel à beaucoup d'événements historiques concernant la colonisation de l'Inde, que moi je connaissais également très mal, et qui justement ne sont peut-être pas familiers de tout le monde. Et en fait ça permet donc une plongée dans un univers complètement étranger à la base. Et franchement c'est hyper intéressant aussi. Est-il besoin de préciser que le bouquin est admirablement bien écrit? C'est peut-être même celui que j'ai trouvé le mieux écrit des trois. Pourtant ils sont tous les trois fabuleux hein, de ce point de vue. Mais le palais de minuit, avec les descriptions qu'il y a à l'intérieur, franchement c'est du rêve à l'état pur en fait. C'est sublimissime, et l'histoire fait que justement ça se transforme en rêve à l'état pur. Vous en saurez plus si vous le lisez, mais vous comprendrez de quoi je parle si vous l'avez lu. Et pour Les Lumières de septembre, c'est peut-être celui dont je me souviens le moins, puisque c'est celui qui remonte parce que je l'ai lu en septembre. Dans Les Lumières de septembre, on suit l'histoire de la famille Sauvel qui elle aussi déménage suite à la mort du mari de Madame Sauvel. Madame Sauvel se trouve en fait engagée par un vieil artisan à la retraite qui s'appelle Lazarus Jan dans son manoir qui me semble se situe en Normandie ou en Bretagne. Elle emmène avec elle ses enfants dont Irène, sa plus grande fille. Le 1er de septembre, on retrouve aussi cette thématique de la malédiction ou de l'ombre qui veut faire du mal aux nouveaux arrivants. Encore une fois, bah oui, je vais répéter ça tout le temps, mais je ne peux pas trop vous en dire plus. Irène et sa famille s'installent donc dans la demeure de Lazarus Jan à Cravenmore, qui est une maison complètement fantasmatique et fantasmagorique, qui est peuplée de jouets, puisque c'était la spécialité de Lazarus Jan lorsqu'il officiait encore.
Mais en fait, Irène et son jeune frère, Dorian, ne tardent pas à se rendre compte qu'une force maléfique leur en veut, et en veut aussi à Lazarus Jan, et qu'il est peut-être temps d'essayer d'éclaircir les mystères du passé. J'ai trouvé que Le Prince de la Brume et Les Lumières de Septembre se ressemblaient pas mal. En fait, à chaque fois, on a l'histoire d'une jeune fille, de son petit frère, et d'un personnage extérieur. Donc dans Le Prince de la Brume, il s'appelle Roland, et dans Les Lumières de Septembre, il s'appelle Ismaël, dont la jeune fille tombe amoureuse, et qui en fait en sait toujours beaucoup plus qu'il ne le pense ou qu'il ne le croit, ou qu'il n'essaie de le faire croire. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait, c'est ce schéma qui pourrait peut-être paraître répétitif pour d'autres auteurs, mais qui chez Carlos Ruiz Zafón continue d'opérer encore et encore, puisque lui esquisse tellement des variations subtiles autour de ce schéma, et en même temps tellement bien maîtrisé, et en même temps tellement raffiné, que du coup ça vous donne à chaque fois un truc absolument génial. Voilà. Les Lumières de Septembre, je l'avais énormément apprécié aussi, c'était une très bonne lecture pour moi. Après, quant à vous dire celui que j'ai préféré de la trilogie, je ne saurais vraiment pas choisir parce que ce sont vraiment 3 livres qui ont un univers extrêmement différent. On a vraiment la mer, le cirque, la fête foraine et les films d'un côté. De l'autre, on a l'Inde, le feu, la mythologie et la douleur familiale de l'autre. Et enfin, dans le dernier, on a l'amour, la pureté, les jouets et les fantômes. Donc voilà, j'espère que ces mots-clés vous donneront envie. En tout cas, moi, c'est une trilogie que j'ai énormément appréciée et qui m'a bien accompagnée cet automne. Alors ensuite, après avoir passé pas mal de temps sur Zafón en même temps, il le mérite tellement. Je vais vous parler brièvement de 3 bouquins que j'ai lus aussi cet automne et qui m'ont plutôt bien plu. Après, c'est pas forcément des révélations pour moi, mais c'est des bouquins avec lesquels j'ai passé un bon moment. Tout d'abord, il y a Te revoir un jour de Sarah Dessen. Alors Sarah Dessen, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une auteure anglophone pour la jeunesse, dont j'ai lu la plupart des bouquins. Elle a écrit cette chanson-là, Écoute-la, Toi qui as la clé, enfin... tout ce genre de choses. Te revoir un jour, en fait, je l'avais acheté une fois comme ça chez Gibert, et je l'avais retrouvé au fond de ma bibliothèque, donc je l'ai lu, c'était au mois d'octobre il me semble. Te revoir un jour, c'est donc l'histoire de Macklin, une jeune fille qui ne cesse de déménager avec son père parce que lui officie en fait dans des restaurants différents au fil de sa carrière. Et en fait, dans chaque ville où elle vient vivre avec son père, Macklin change d'identité. C'est-à-dire qu'une fois, elle est une pom-pom girl déjantée, la fois suivante, elle est la gothique super sévère, la fois d'après, elle est la cheerleader, une fois d'après, elle est la déléguée très investie, enfin voilà. Elle change d'identité à chaque fois, et jusqu'à cette fois où elle arrive dans une nouvelle ville avec son père et où, bizarrement, elle commence à s'empêtrer dans ses mensonges, et là, elle n'a pas envie de changer d'identité parce que le garçon d'à côté, David, lui fera comprendre aussi qu'il n'y a pas nécessairement lieu de changer d'identité. Pas grand chose de plus à vous dire sur ce bouquin, à part que je me rends compte aussi que moi c'est plus du tout ma cible, enfin que je ne suis plus du tout dans la cible, c'est-à-dire que c'est un bouquin que j'aurais sûrement adoré quand j'avais 15 ans. Maintenant à 23 ans, ça me plaît, je passe un bon moment, mais rien de transcendant en fait. J'aurais tendance donc à le conseiller aux ados, mais pas au-delà, parce que sincèrement vous n'allez pas vous y retrouver en fait. Après c'est très sympa, c'est bien traduit, les personnages sont attachants, la recette de Sarah Dessen opère toujours autant, un petit peu d'amour, un petit peu d'amitié, un petit peu de fantaisie, pas du tout au sens magique du terme, mais au sens des petits détails qui font rire. Là par exemple c'est le restaurant, le Luna Blue, qui est assez marrant on va dire, et ses personnages, les personnages sont toujours hauts en couleur chez Sarah Dessen. Après voilà, moi c'était pas la révélation de l'année, mais c'est un bouquin qui m'a plu. Ensuite j'ai également lu un bouquin qui s'appelle L'amour, le Japon, les sushis et moi, paru aux éditions Albin Michel. C'est pareil, c'était une lecture bien sympa. Dans ce bouquin on suit l'histoire de Lucrèce, qui est une ado de 15 ans qui va déménager avec sa mère et son petit frère à l'autre bout du monde, puisque sa mère est mutée au Japon.
Non, vous vous en doutiez pas avec le titre. Donc Lucrèce va déménager avec sa famille au Japon et là-bas pour elle va commencer une nouvelle vie. Tout ce qu'elle connaissait jusqu'à maintenant change complètement. Niveau fossé culturel, entre l'Angleterre et le Japon, il y a quand même un grand pas à franchir. Hein. Voilà, Lucrèce va donc devoir s'habituer à de nouvelles habitudes, une nouvelle nourriture, une nouvelle langue, une nouvelle culture et à de nouveaux comportements sociaux. Et en fait, elle va intégrer le club des amateurs de sushi de son lycée et va découvrir qu'en fait, il y a un mystère derrière ce club et également derrière un de ses membres qui est souvent absent. Et elle va tenter de découvrir pourquoi et quel peut être le lien aussi avec ce sac de partitions qu'elle a retrouvé dans la cour de l'immeuble. De partitions extrêmement coûteuses. Donc c'était une lecture bien sympa. En plus j'ai rencontré l'auteur au salon de Montreuil et elle est hyper cool par contre. Donc voilà, c'est pareil, si ça vous tente ou que vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille parce que franchement c'était une lecture sympathique. Après c'est pareil, il y a une question d'âge aussi je pense pour le lire. Enfin, j'ai eu également l'occasion de lire au salon de Montreuil puisque oui j'ai oublié de vous dire que j'ai travaillé au salon de Montreuil. Donc j'ai eu l'occasion de lire au cours du salon de Montreuil un bouquin, toujours chez Albert Michel, qui s'appelle Les disparus de Pumplestone et qui a été écrit par la chanteuse Audrey. Alors honnêtement c'est un bouquin qui m'a un peu perturbée dans le sens où je l'ai trouvé très poétique et très fantastique, mais je suis restée un petit peu sur ma faim. En gros, c'est l'histoire d'ados qui sont dans un camp de vacances au nord de l'Angleterre. Là, les vacances se passent bien, ils font leurs petits jeux ensemble, et en fait, un jour, une des adolescentes manque à l'appel, une certaine Tiffany Claire, sauf que le problème, c'est qu'on ne retrouve ni sa fiche d'identité, et que personne n'en donne la même description. Et le lendemain, une jeune fille complètement trempée sort du lac et se présente sous le nom de Tiffany Claire. Qu'à ce que le surlendemain, une autre jeune fille fasse la même chose, etc. etc. Donc c'est un bouquin qui sème beaucoup d'indices, donc extrêmement fantaisistes et extrêmement fantastiques, mais qui au final rejoindront une piste qui moi ne m'a pas entièrement convaincue. Voilà, j'ai trouvé le dénouement intéressant, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'était très intéressant, mais j'aurais peut-être aimé un peu plus de développement. Après ça reste un bouquin encore plus jeunesse que la collection Lit chez Albert Michel, voilà, mais après moi j'ai bien aimé vraiment ce côté un petit peu magique. Il y a en plus une espèce d'intrigue qui fait un petit peu penser aux séries genre Les Revenants, Twin Peaks, tout ce genre de choses. Il y a une intrigue avec le lac en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'était une bonne lecture et j'étais contente de pouvoir en discuter aussi avec certaines personnes sur le salon qui partageaient le même point de vue que moi sur la question. Alors enfin, pour finir, j'ai lu évidemment cet automne Harry Potter et l'enfant maudit, sorti en traduction en français au mois d'octobre. Je vais pas forcément m'appesantir dessus car je compte vous faire en fait prochainement, alors je ne donnerai pas de date, une vidéo sur la saga Harry Potter parce que j'ai mes raisons de le faire. Voilà, je vous expliquerai pourquoi quand je le ferai. Mais si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous savez très bien que je suis très très fan d'Harry Potter. Et que pour moi, ces retrouvailles avec l'univers de Harry Potter ont été plutôt bonnes. J'étais plutôt contente du bouquin. Bien sûr que j'ai été déçue sur certains points, notamment sur le point de l'écriture. Alors apparemment que le lire en français ou en anglais ne changeait pas grand chose de ce point de vue, ça ressemble toujours à une fanfiction. En revanche, moi j'ai adoré retrouver l'univers, retrouver mes personnages favoris et surtout savoir ce qu'ils sont devenus. Après, voilà, c'est une question de point de vue. Il suffisait de pas s'attendre à un truc fantastique. On savait très bien que ce ne serait pas un 8e tome. On savait très bien que ce n'était pas écrit de la main de J.K. Rowling. Donc après, il fallait pas placer cette attente trop haut non plus, je pense. Je comprends que beaucoup de personnes aient été déçues. Je pense qu'à partir du moment où on n'en attendait pas grand-chose, il n'y avait pas forcément de raison de dire que c'était la déception de l'année. En tout cas, pour moi, ça ne l'a pas du tout été. Et moi, j'étais ravie de ces retrouvailles avec le monde d'Harry Potter. Après, on est d'accord que l'intrigue est complètement tirée par les cheveux. Et puis, parce que j'ai pas du tout envie de spoiler, mais l'intrigue est complètement tirée par les cheveux. Mais bon, c'était une plongée dans cet univers qui était quand même... qui m'a fait quand même beaucoup de bien et qui m'a donné beaucoup de plaisir. Après...
Voilà, je vous en reparlerai sûrement plus en détail quand je ferai ma vidéo dédiée à Harry Potter. Parce que j'ai pas mal, mais vraiment pas mal de choses à vous dire là-dessus. Dernier livre que j'ai fini justement tout fraîchement ce matin et je me suis dit que j'allais pouvoir l'inclure dans la vidéo, c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Alors, j'en ai tellement entendu parler sur la booktubosphère de ce bouquin-là. Christelle Dabos avait en fait gagné le concours du premier roman jeunesse lancé en 2012 par Gallimard, RTL et Télérama et avait donc vu son manuscrit édité. Donc là, il s'agit du premier tome de la saga de la Passe-Miroir qui s'appelle Les fiancés de l'hiver et qui est édité chez Gallimard Jeunesse. Donc, je l'avais eu au Salon de Montreuil l'année dernière. Oui, je sais, j'ai pris mon temps pour le lire. C'est fou, tout le monde m'en parlait. Je me disais qu'il fallait absolument que je le lise. Si vous ne le savez pas, c'est l'histoire d'Ophélie qui vit paisiblement sur l'Arche d'Anima lorsqu'un jour, une délégation arrive et lui annonce qu'elle est fiancée, qu'elle se trouve fiancée à un certain Thorn du clan des dragons et qu'elle doit le suivre à la Citaciel, la capitale flottante du pôle. Sauf qu'elle doit absolument dissimuler son identité. Le problème, c'est qu'Ophélie, ce n'est pas une jeune fille comme les autres. Elle peut non seulement lire le passé des objets grâce à ses mains, mais elle peut également traverser les miroirs. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça va être compliqué pour elle de dissimuler ses pouvoirs et son identité. Mais Thorn y tient et tout le monde autour d'elle insiste pour lui dire que c'est une question de vie ou de mort. Faut savoir que c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Il est très bien écrit. Il y a un univers absolument délicieux à découvrir. Il y a beaucoup de références et un univers extrêmement riche et foisonnant en fait à se mettre sous la dent qui est passionnant et l'auteur écrit vraiment extrêmement bien. Et je trouve que les personnages sont aussi très attachants. Enfin moi, en tout cas c'était une très bonne lecture pour moi. C'est juste que je m'attendais tellement à un truc absolument génialissime que à un moment dans ma lecture je me suis sentie un petit peu à la traîne en fait, mais bon ça a vite été gommé et j'en ressors avec une très bonne impression. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis à très bientôt, ciao.